Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue donc à ce premier webinaire d'un cycle qui en compte 4 sur le financement de la transition écologique des associations, donc proposé par France Nature Environnement Centre Val de Loire. Donc moi c'est Édouard de Sainte-Maresville, je suis conseiller associatif environnement, donc j'accompagne les assos environnementales sur différents sujets, mais notamment ce qu'on appelle en région centre les CAPASSO, donc des financements pour financer des projets et des postes. J'accompagne aussi, et c'est plus ça peut-être qui vous intéresse aujourd'hui, la transition écologique des associations. Donc c'est dans ce cadre-là qu'a lieu ce cycle de webinaires. Alors ouais, parce que du coup, c'est vrai que la question du financement, c'est un frein, ça peut être en tout cas un frein important pour la transition écologique. D'où l'idée de ce webinaire, même si, et j'espère qu'on n'oubliera pas de le dire, un des premiers leviers, c'est la sobriété. En général, la sobriété peut s'activer sans forcément justement beaucoup de financement. Mais voilà, il arrive quand même à un moment où des investissements sont nécessaires. D'où ce cycle de webinaire qui lui-même, du coup, a bénéficié de financements, d'où les petits logos en bas à droite, donc notamment des financements de la vie associative, développement de la vie associative, et puis du conseil régional également. Je continue mon intro un petit peu générale, ça donne aussi l'occasion à chacun de se connecter. Donc le cycle de webinaire, il en compte 4, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de végétalisation et de consommation d'eau. Le 11 février, on parlera mobilité. Le 6 mars, on parlera d'énergie. Et enfin, le 27 mars, de la rénovation du bâti. Bon, je passe assez vite. Je précise quand même que pour chacun de ces webinaires, il faut s'inscrire. Voilà, c'est une inscription individuelle. Le fait de s'inscrire aujourd'hui ne vous donne pas accès nécessairement à tous les suivants. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à chaque webinaire. Je voulais également évoquer rapidement un guide qu'on est en train de travailler au niveau du réseau Guidasso, donc qui rassemble l'ensemble des acteurs qui accompagnent les associations, notamment sur la transition écologique, mais pas que, sur la vie associative, etc. Donc on est en train de mettre en place un guide sur la transition écologique et donc qui vous propose un petit peu ce cheminement d'évolution par rapport à la transition écologique, avec une première étape où on se demande déjà pourquoi s'engager dans la transition écologique, quels sont les enjeux qui nous poussent à agir. Ensuite, il y a peut-être la question de savoir d'où on part, donc faire un diagnostic, d'inscrire cette transition dans sa stratégie, de sensibiliser, de former ses bénévoles, ses salariés et pourquoi pas aussi ses bénéficiaires. Ensuite, il y a intégrer des bonnes pratiques dans ses activités, mais on peut aussi envisager, et donc c'est le schéma qui est ici, de développer de nouvelles activités. Et ça, les assos sont assez fortes pour ça. Donc, développer des nouvelles activités, par exemple pour une entreprise d'insertion, pourquoi pas en lien avec la transition écologique. Il y a la question, évidemment, et c'est souvent un point fort des associations, la notion de coopération avec différents acteurs du territoire. Et puis, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la question du financement. Donc, on va zoomer là-dessus. Et donc, ce guide est construit par rapport à ce cheminement et donne accès, du coup, à beaucoup de ressources et notamment des outils et puis aussi des acteurs que vous pouvez contacter pour être accompagnés sur chacun de ces sujets. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la question du financement. Et donc, je vous présente rapidement le déroulé du webinaire qu'on a un petit peu adapté puisque nous avons un intervenant qui devra nous quitter en cours de route. Je le remercie encore une fois puisque voilà, son emploi du temps n'était pas forcément très favorable. Donc merci à lui. Donc, je parle
Monsieur Schlumberger, directeur général donc à l'ONG Bleu Versant, qui interviendra pour présenter l'expérience de son association. Je t'ai pas oublié, Wendy, je te citerai après. Je pas mal. On aura une petite séquence de questions-réponses justement avec Monsieur Schlumberger avant de pouvoir le libérer. Ensuite, une intervention de Henri-Noël Lefebvre, donc chargé d'intervention spécialisée petit cycle de l'eau à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ensuite, Manon Daniel, conseillère en finances participatives à France Active, présentera la plateforme Effervescence. Ensuite, Benjamin Virely de l'Agence régionale de la biodiversité présentera la plateforme Catalogue des aides donc pour accéder finalement aux différents financeurs qui peuvent exister en lien avec la biodiversité. On aura une dernière séquence de questions-réponses. Et puis, je présenterai un tableau un petit peu récapitulatif des aides qu'on n'aura pas justement vu aujourd'hui, mais qui peuvent exister par rapport au sujet de la végétalisation et de la consommation d'eau. Voilà pour le déroulé général. Et puis, du coup, comme je ne t'ai pas présenté, Wendy, je vais te donner l'occasion de le faire, puisque c'est toi qui vas démarrer avec une petite introduction sur pourquoi et comment végétaliser, faire des économies en eau. Je lui ai lancé un défi à Wendy, c'est de faire assez court. Donc voilà, c'est parti Wendy, je te passe la parole. Et puis surtout, pardon, il faudrait que je mette ton diaporama. Ah, mais au début, ce serait mieux. Et on va le mettre au début, ça sera pas plus mal. Plus, on a dit de faire court, tu as vu combien de diapos? 14? Non, mais vous allez voir, c'est très rapide. Vous ne serez pas des experts de l'eau et du climat après ça, mais il n'y a pas de souci. Alors, donc, je suis Wendy Grover, je travaille à France Nature Environnement Centre Val de Loire avec Édouard, et je suis coordinatrice eau et climat. Et du coup, je fais une très légère introduction sur l'intérêt de végétaliser et de faire des économies d'eau. Déjà, je voulais parler un petit peu climat parce que c'est en lien. Selon le GIEC, le climat mondial pourrait se réchauffer entre 1,4 degrés Celsius et 4,4 degrés Celsius d'ici à la fin du XXIe siècle. En France, on se prépare à une France à plus 4 degrés, ce qui représente en réalité un réchauffement mondial un petit peu inférieur à 3 degrés Celsius. Donc, on sait qu'il faut s'attendre à des températures qui vont s'élever et de façon inégale sur la planète, notamment à l'intérieur des terres, la température augmente plus rapidement que dans les océans. En région Centre-Val de Loire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la température moyenne, elle s'est élevée de plus 1,1 à plus 1,5 degrés au cours du siècle dernier, du XXe siècle. Donc, une évolution pareille, ça a des incidences pas que sur la biodiversité, mais ça a aussi des incidences sur la vie des populations, l'économie et la santé humaine. Et vu que le milieu associatif est en lien avec des personnes qui peuvent faire partie des personnes les plus démunies, c'est important de prendre en compte maintenant, à l'heure actuelle, le changement climatique. Et sachant que dans le monde, 23% des décès sont dus au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et c'est un marqueur d'inégalité sociale et géographique. Il faut savoir enfin que le GIEC estime que 50 à 70% des actions en faveur de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique se font à l'échelle infranationale. Donc, l'échelle collectivité et les associations ont tout à fait un levier très important et très pertinent pour diminuer ça. Je vais passer à la slide suivante. Hop là. Et du coup, aujourd'hui, on a dit on se concentre sur la question de l'eau. L'eau, c'est un enjeu très intéressant. Je vais vous donner l'actualité la plus récente qu'il y a eu. Le 20 janvier dernier, l'ONU a déclaré que la situation mondiale de la ressource en eau était assez catastrophique. On sort de l'état de crise pour entrer dans l'ère de la faillite mondiale de l'eau. C'est vous dire à quel point ça a une incidence importante. Et c'est plus maintenant la question de l'eau n'est plus seulement lointaine, elle est aussi locale. On sait qu'en fait il va y avoir pas forcément, on n'arrive pas forcément à prédire la quantité d'eau qui va arriver dans des éléments comme dans des instances comme le GIEC. Mais par contre on sait qu'il va y avoir des changements de la répartition en eau sur l'année. Il va y avoir en fait des pluies qui vont être des plus fortes pluies, des précipitations qui vont être beaucoup plus intensives et beaucoup plus dangereuses. Il va y avoir des sécheresses qui vont elles aussi être beaucoup plus intenses.
Donc, c'est pour ça, je vous ai mis cette petite image, qu'il est pertinent de passer de la ville d'hier, la ville un peu à gauche dans l'entonnoir, où en fait, chaque pluie, chaque goutte qui tombe, on la fait quitter la ville et on la sort de la vision qu'on puisse en avoir pour arriver vers la ville du futur, la ville à droite, qui soit une ville éponge, où en fait, l'eau reprend une place à l'intérieur de la ville, où en fait, plutôt que de la mettre dans un tuyau et de l'éjecter, on essaye de l'imprégner dans le sol, de faire qu'elle rentre dans le sol, parce qu'en fait, ça a beaucoup d'avantages. C'est assez intuitif d'imaginer les avantages que peuvent avoir la ville de droite. En fait, on voit déjà qu'on aura de l'eau dans le sol, donc ça nous permet de recharger les nappes. C'est assez logique. Ça limite le risque d'inondation aussi, parce qu'en fait, quand on passe par une solution canalisation, la canalisation, elle n'est pas forcément dimensionnée pour des cas extrêmes de pluie, alors que si le sol retrouve le rôle du sol, on peut aussi lutter contre le risque d'inondation. Et un élément aussi qui est assez important et qui peut aider à la santé humaine et donc aux populations auxquelles vous pouvez être confrontés, c'est que ça lutte contre les îlots de chaleur. Une ville qui est végétalisée, elle va stocker l'eau et lors des épisodes de forte chaleur, l'eau va retourner, on va dire, dans la ville. Il va y avoir un phénomène d'évapotranspiration des plantes qui vont diminuer la température des villes. Et excuse-moi, quand tu dis une ville de droite, tu parlais du schéma là. Oui, la ville de droite, oui, sur le schéma de droite. Enfin, je voulais dire la ville éponge, quoi. Ça marche. Et du coup, enfin, en plus de donc pouvoir permettre d'améliorer la santé, ça permet de faire à terme des économies à l'échelle de la collectivité et aussi, comme l'a dit Edouard, tout simplement le fait d'économiser l'eau fait faire des économies, mais aussi ça vous permettra de vous inscrire dans certaines réglementations qui apparaissent et qui visent notamment à végétaliser, désimperméabiliser. Il existe il y en a différentes, je vous en présente deux. Il y a la loi ZAN pour zéro artificialisation nette qui dit qu'ici à 2050, il faudrait qu'il n'y ait aucune artificialisation nette des sols. Donc, toute nouvelle construction, elle devra être compensée par la renaturation d'autres terrains qui ont été artificialisés. Et il faudrait déjà atteindre l'objectif de moitié, donc de 50% d'artificialisation nette diminuée d'ici à 2030. Donc déjà, ça, ce sont des objectifs. Et pour faire simple, on peut illustrer une commune une collectivité qui aimerait construire un nouveau terrain couvert pourra s'orienter vers vous pour vous proposer de désimperméabiliser, imaginons le parking de vos établissements, parce que ça leur permet de répondre à cette loi. Enfin, il existe aussi une loi qui vient de la loi Climat et Résilience de 2021, qui dit que lors de la construction, l'extension ou de la rénovation lourde de certains bâtiments, les bâtiments qui sont concernés par l'image que vous voyez ici, il y a des obligations d'intégrer sur au moins 40% depuis le 1er janvier 2026, 40% de la toiture du bâtiment, soit des éléments pour produire de l'électricité, mais c'est pas ça que j'allais dire. Ici, c'est aussi des éléments qui, sinon, végétalisent. Et donc, il faut savoir que ça sera augmenté à 50% d'ici à 2027. Et d'ici à 2028, ça ne concernera pas que les bâtiments qui sont soit rénovés, soit en construction, etc. Ça concernera l'ensemble des bâtiments qui font plus d'une certaine superficie, c'est-à-dire 500 mètres carrés. Donc, voilà, ça vous permet aussi de rentrer dans ces objectifs-là. Enfin, sur la question un peu de la sobriété, il n'y a pas d'obligation réglementaire, sauf si elles sont fixées localement par les PLU, des choses comme ça. Il n'y a pas d'obligation de récupérer de l'eau de pluie. Par contre, si vous récupérez de l'eau de pluie, vous êtes soumis à des normes, par exemple, à certains usages. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour l'eau potable, imaginons. Donc, je le reprécise, c'est quand même le mieux, c'est d'avoir des usages qui soient très sobres. Et il y a des investissements qui peuvent être faits, même pour la question de la sobriété. C'est le but du webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais vous en présenter quelques-uns super rapidement. Maintenant, je suis très exhaustive. Bon, alors déjà, on a parlé des toitures végétalisées. Vous pouvez les faire intensives ou extensives, c'est-à-dire qu'elles peuvent intégrer différents types de végétation et elles sont plus ou moins elles dégagent plus ou moins de fraîcheur, par exemple, et absorbent plus ou moins d'eau. C'est possible de construire aussi, de construire des noues, des jardins de pluie, des choses comme ça, lorsque vous possédez ou que vous avez l'usage du terrain.
Vous pouvez aussi désimperméabiliser. Alors là, j'ai mis un exemple en fait de pavé où ils sont tout simplement pas cerclés autour et donc ça veut dire que c'est drainant. C'est possible de transformer le sol que vous utilisez déjà à l'extérieur, les parkings et tout, par des matériaux qui, eux, infiltrent l'eau et donc qui aussi vont pouvoir rendre de l'eau en période de chaleur. C'est aussi possible d'avoir une gestion alternative des eaux pluviales, par exemple. On peut décider de débrancher les gouttières, c'est-à-dire qu'on ne raccorde plus les gouttières au système pluvial de la ville, mais on les fait s'infiltrer dans les jardins. On peut imaginer un système de pente, des choses comme ça. Ça peut s'allier aussi à de la récupération d'eau de pluie pour arroser, ou vous pouvez en avoir différents usages. Vous pouvez les utiliser dans les toilettes, des choses comme ça. Et maintenant, je vais parler un tout petit peu de la sobriété, qui peut aussi parfois représenter un petit investissement. C'est tout à fait possible d'investir dans des équipements qui soient économes en eau. Je vous ai mis du foyer qui consomme et qui économiserait du coup le plus d'eau à celui qui en consomme le moins. Là, je vous ai mis une douche. C'est une douche à brumisation. Il faut savoir que la douche, c'est le principal élément dans une habitation où on consomme de l'eau. Et je pense par exemple à certains d'entre vous qui pouvaient avoir des douches pour le cadre des terrains de sport ou des choses comme ça. Et donc, il existe des douches. Ces douches-ci, il y a des tutos sur Internet pour apprendre à les construire. Ça coûte environ 30 euros. Et ça divise par 15 la consommation d'eau. Donc, c'est très intéressant. Et ça n'est pas une obligation de se servir de la brumisation. Ça peut s'alterner entre une douche normale et une comme ça. Donc, c'est un élément assez intéressant. Vous pouvez aussi opter pour donc, les toilettes sèches. Pareil, c'est le deuxième endroit dans la maison où on consomme le plus d'eau. Et donc, toilettes sèches, c'est aucune eau. Donc, comme ça, problème résolu. Il existe aussi des toilettes qui sont économes en eau sous différents formats. Il y en a par exemple avec des lavabos au-dessus de la cuve des toilettes. Là, je vous en ai mis une à double chasse. On passe de une quinzaine de litres pour un toilette normal à 3 ou 6 litres pour un toilette à double chasse. Et enfin, je vous invite, alors là, ça coûte quasi rien, c'est même pas de l'investissement, je veux dire, à m'installer des mousseurs sur vos robinets qui permet en fait d'intégrer quelques petites on va dire de l'air quoi dans des petites bulles d'air dans un jet d'eau qui vient d'un robinet. Maintenant, la majorité quand même des robinets en sont équipés, mais on ne sait jamais, vous pouvez vérifier si jamais vous en avez pas. Et bien sûr, la chasse aux fuites, choses comme ça. Donc voilà. La chasse aux fuites, pardon. Ah, ouais, c'est pas un nouvel animal. Non, ouais. C'est un gros enjeu aussi pour limiter effectivement la perte d'eau et donc avoir un usage sobre. Et voilà, j'ai essayé de faire assez rapidement. C'est bien, merci. Et j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Après, je serai à la fin, donc il n'y aura pas de problème. Alors en effet, je précise pour tous les participants qu'il y aura une séquence, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais à la fin, pour un petit quart d'heure pour poser les questions sur toutes les interventions. Alors il y a une petite exception, c'est l'intervention maintenant de M. Schlumberger de l'ONG Bleu Versant, qui je vais passer la main. Alors, hop là, toc. Voilà, et qui donc devra nous quitter en cours de route. Et donc, il y aura, s'il a encore le temps, une petite séquence questions-réponses avec lui avant d'embrayer. Voilà, merci. Je vous passe la parole. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'excuse par avance, je ne pourrai pas rester avec vous parce que j'ai un comité de pilotage qui sera à 14h. Donc je vais aller relativement vite. Merci pour l'invitation. Donc notre ONG, en quelques mots, c'est une association de loi 1901. On est basé à La Rochelle, en Charente-Maritime. Elle a 13 ans et l'objet de notre structure, c'est d'accompagner les territoires et leurs populations pour réduire leur vulnérabilité liée à l'eau. Donc ça reprend en grande partie ce qui a été dit juste avant. On travaille en France et à l'étranger. Et effectivement, il y a deux grandes cibles qui sont derrière, qui est le ralentir l'eau pour l'infiltrer et puis la réduction de la consommation d'eau potable, qui est un enjeu stratégique. On a plusieurs programmes d'action. Alors, la structure, on a une petite structure d'une dizaine de personnes et notre singularité, c'est que on s'est rendu compte, notamment à l'international, que les éléments techniques ou pédagogiques, ces enjeux-là liés à l'eau, on avait parfois du mal à les faire comprendre, ou en tout cas, on n'avait pas de référentiel commun.
et que finalement l'approche culturelle était un vecteur extrêmement intéressant pour arriver à déjà faire sentir, saisir, rendre sensible le sujet avant de pouvoir dérouler des préconisations techniques ou pédagogiques. Et donc en fait, c'est un petit peu la particularité de notre structure. On intègre toujours la dimension culturelle dans l'approche pédagogique et pré-technique. Dans les différents programmes d'action, donc là c'est programme d'action 2025, mais c'est toujours efficient pour 2026, c'est qu'on est en janvier, c'est pas encore à jour, mais c'est les mêmes programmes. On a l'atelier de l'eau, qui est un jardin de démonstration à La Rochelle. C'est d'ailleurs là-dessus que je vais présenter un peu ce qui a été fait. On a les actions qui s'appellent Sous le bitume, l'océan, où on va désimperméabiliser les cours d'école en résidence à l'intérieur des cours d'école avec les élèves, les élus, les parents d'élèves, où on va supprimer du bitume, végétaliser, déconnecter et infiltrer les eaux de pluie. On a après d'autres programmes qui visent plus le risque lié à la submersion marine et aux inondations, donc ce qu'on appelle les arbres bleus, avec des marquages à la chaux arboricole avec des pigments naturels bleus du niveau des plus hautes eaux connues des événements, et avec des anneaux supplémentaires pour montrer l'incidence du changement climatique, donc pour anticiper ce risque sur les territoires et les populations. On a ensuite les expéditions renversantes. Donc là, c'est des dispositifs un peu plus lourds où on remonte des bassins versants, des petits bassins versants. Donc c'est des expositions itinérantes et des ateliers où on va chercher la population là où elles habitent pour parler justement des risques d'inondation, des risques liés à l'eau. Les promenades versantes, c'est comme des randonnées, mais avec des guides, toujours dans le format échelle bassin versant, puisque c'est quand on parle de l'eau, effectivement, la notion de bassin versant, c'est une notion clé. Et le gros de la population ne connaît pas cette notion-là. Donc, on a un enjeu de vulgarisation de cette échelle-là. Et Regard croisé sur l'eau et Biennale, c'est Regard croisé sur l'eau, c'est les mêmes programmes, mais à l'international. Et la Biennale, c'est le volet vraiment culturel. Donc, pour répondre un petit peu à la thématique demandée, je vais principalement m'arrêter sur les ateliers de l'eau. Donc les ateliers de l'eau, c'est un espace de 1200 mètres carrés qui a été créé l'an dernier. L'objectif, ça a été d'avoir un lieu où on peut venir toute la journée, tout public, donc que ce soit des riverains, des habitants, des associations, des élus, des services techniques, des universitaires, des entreprises, que tout le monde puisse venir voir, comprendre, toucher ce qui est possible de faire pour déconnecter et désimperméabiliser les territoires et économiser l'eau. Donc, ce que vous voyez, l'extrait que vous voyez, notre géant bleu, c'est un peu notre mascotte, hein. Et devant, vous avez une maquette de bassin versant avec une partie gauche qui est la dynamique du territoire actuel et ce que ça génère sur le petit et grand cycle de l'eau. Et puis une partie droite qui est un peu de la prospective, où on voit l'utilisation et l'intérêt, parce que pour beaucoup d'entre vous, sans doute, la notion environnementale, elle est déjà parfaitement acquise, mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les solutions fondées sur la nature, c'est aussi des outils pour réduire les risques d'inondation, par exemple, ou vous parlez du rafraîchissement urbain, des choses que l'on montre. Donc voilà, ces espaces-là, tout autour, on a des échantillons de sol perméable, où on a été vraiment travailler le côté palpable, combien ça coûte, les complexités de mise en œuvre, les freins. Et on balaye finalement tous les sols, à la fois urbains et périurbains. On a une mare que l'on a créée, qui est sur la gauche. C'est une mare qui a été créée en déconnectant 1000 m² de toiture. Donc là, on est sur le campus universitaire de la fac de La Rochelle. On voulait avoir un lieu neutre politiquement aussi, et puis travailler directement avec les chercheurs et les étudiants. Donc on a déconnecté 1000 m² de toiture de bâtiment de la fac de droit qui est sur la gauche, on récupère 10 000 litres, et le surplus alimente une mare artificielle, certes, mais on a un suivi entomologique de cette mare pour voir ce que ça génère en termes de biodiversité aussi dans le milieu urbain. Et sur une partie, donc à la droite, c'est toute la dimension de l'eau du quotidien, où on explique d'où vient l'eau potable, les enjeux qu'il y a notamment au niveau agricole sur les zones de captage,
On a mis en place des toilettes sèches sur site et un urinoir sec avec une récupération des urines en recyclage pour faire de l'amendement agricole. Donc voilà, on a voulu créer un espace à la fois démonstratif et présenter le contenu, les enjeux de ces deux grandes cibles qui sont la désimperméabilisation et économie d'eau. Donc pour financer ça, l'investissement c'était 200 000 euros. On a fait une demande auprès de l'agence de l'eau qui a financé 70%, donc il y a 2 ans, puisque c'était la fin d'un programme sur villes et villages et la déconnexion des eaux urbaines. Ensuite, ça c'était les 50%. Les autres 50%, ça a été un peu plus compliqué d'aller les chercher, mais on les a eu progressivement. Donc avec la région Nouvelle-Aquitaine, le département qui arrivait un peu tardivement parce qu'ils n'avaient plus trop de moyens, mais ils sont quand même raccrochés sur le projet. L'agglomération de La Rochelle qui a la compétence eau. Et puis le reste, ce sont des partenaires privés, donc des fondations d'entreprises comme Léa Nature qui est un industriel bio très connu qui nous a aidés. Et puis, on fait partie des associations 1% pour la planète. On a eu pas mal de petites entreprises également, locales, qui ont complété le financement. Et ensuite, on a du bénévolat qui complète finalement le financement complet de cette opération. Aujourd'hui, on a accueilli, donc ça fait un peu plus d'1 an que c'est exploité. On a beaucoup d'écoles qui viennent, des entreprises. On a des ateliers techniques aussi avec les services techniques ou même les élus qui viennent tester et regarder un peu ce qui peut être fait de façon très opérationnelle sur leur territoire. Donc c'est 2700 personnes qui sont venues en 2025 et ça continue à se développer. Donc là maintenant, les financements, ce sont des financements d'animation annuels. C'est plus de l'investissement, c'est de l'animation. On est sur des enveloppes de 150 000 euros par an. Donc il y a 2 salariés sur cette opération-là pour ouvrir et animer les publics tous les après-midi du lundi au vendredi. Voilà pour les grandes lignes. Après, mais on ne va pas avoir trop le temps de développer les autres programmes. Ça, c'est un peu le programme le plus important pour notre association et qui montre bien les multiples clés de financement qui sont nécessaires pour arriver à tenir ce programme. Sachant que la difficulté, c'est que quand on a des financements, que c'est plus facile d'avoir, entre guillemets, des financements pour l'investissement que des financements pour l'animation et la gestion de ces projets. Donc ça, c'est un point important parce que on a du mal à avoir une visibilité. Ces financements sont obtenus quand on arrive à les obtenir pour 1 an et c'est pas renouvelable. Donc il y a peu de partenaires qui sont capables d'engager des montants sur plusieurs années, ce qui permettrait aussi de sécuriser. On a 2 salariés sur cette structure, un peu dans le temps la tenue de cette opération. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne très très bien. Les retours sont extrêmement positifs et nous, l'objectif, c'était que ce lieu, parce qu'il y a toute une programmation aussi autour de soirées thématiques, d'ateliers avec d'autres assos que l'on invite sur ce lieu, c'est de catalyser la question de l'eau sur le territoire. Et on va dire que c'est en train d'opérer au bout d'1 an de fonctionnement. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça pour entrer dans la thématique de financement. Ouais, je vais peut-être juste prendre la parole et ensuite laisser en effet les participants intervenir peut-être directement. Donc, bon, je pense que les uns les autres, vous aurez compris, on est sur une association dont finalement l'activité est vraiment centrée sur cette question de l'eau. Alors, vous avez indiqué que vous accompagnez des assos, des entreprises, enfin tout public. Je crois que vous référencez aussi un petit peu des retours de personnes. Alors, est-ce qu'il y a en effet des structures qui ont basculé suite à la visite de votre site, qui se sont dit, tiens, on va pourquoi pas essayer de tester les toilettes sèches ou
ce genre de dispositif. Alors, sur les toilettes sèches en particulier, il y a plusieurs niveaux. Alors, l'IUT, Génie civil, qui est une des facs sur le campus, ont installé des urinoirs sans eau. Et là, on est en train de pousser l'agglomération de La Rochelle avec d'autres associations, notamment agricoles, pour développer la filière de réutilisation des toilettes sèches. Parce qu'aujourd'hui, les toilettes sèches est extrêmement efficace et c'est sain. Ça consomme zéro eau, mais il y a la question de la filière derrière, qui est aujourd'hui très problématique. Et localement, on est en train de développer cette filière pour qu'au niveau agricole, il y ait des systèmes réglementaires qui rentrent dans les normes d'hygiénisation et qui puissent être directement gérés par les agriculteurs et réexploités sur place. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas pour des structures ouvertes au public, comme le site ici, il y a des contraintes réglementaires qui sont extrêmement fortes. Donc on ne peut pas gérer sur place en compostage comme on pourrait le faire chez soi, par exemple. On est obligé de créer de passer. Donc là, on a un partenaire qui s'occupe de ça, qui gère sur la Nouvelle-Aquitaine finalement cette filière-là, mais on essaie de la créer localement avec des agriculteurs pour que ce soit un circuit beaucoup plus court. Donc voilà, très concrètement sur ces sujets-là, on y arrive. On a accompagné aussi 2 projets portés par le département de crèches et de bureaux pour qui passent finalement des toilettes classiques dans la fabrication de leurs projets à des toilettes sèches. Donc voilà, nous l'objectif, c'est effectivement de créer un lieu d'opportunité pour tout porteur de projet, que ce soit associatif, collectivité, entreprise, pour leur donner les billes pour qu'ils puissent changer la trajectoire et avoir des expériences très concrètes, tester et regarder comment ça fonctionne. Et puis pour la partie déconnexion des imperméabilisations, on a accompagné une vingtaine de collectivités à travers la désimperméabilisation et la revégétalisation de leurs écoles publiques. On a fait, donc là, c'est un peu l'autre programme sous le bitume, l'océan. Il y a 23 projets en 2 ans. Et là, c'est de façon très concrète, c'est des écoles où on a cassé le bitume avec les collectivités, on a dimensionné ça, on a revégétalisé de façon participative pour obtenir des équipements publics qui sont déconnectés à 100%, enfin pas tous à 100%, mais la plupart à 100%, et sur des périodes de retour de pluie centenale, ce qui est quand même assez ambitieux en termes de réorientation. Donc voilà, nous l'objectif, c'est que, et c'est souvent difficile de passer de l'intention et des urgences climatiques à des choses très opérationnelles. La courroie de transmission dans les projets opérationnels est toujours un peu compliquée. Et on a créé ce lieu-là pour ça, pour vraiment accentuer la transmission sur des projets opérationnels. Que ça se fasse en vrai, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois qu'il y a une remarque en disant, voilà, les toilettes sèches à titre privé, ok, mais difficile à mettre en place pour un gîte. 50 couchages sur 3 étages et 22 chambres. Je ne sais pas si certains ou certaines, ou peut-être vous, Monsieur Schlumberger, souhaitez réagir à cette remarque-là. Alors, c'est vrai que le webinaire, il vise d'abord la question des financements, mais après, c'est vrai que là, c'est difficile de se passer du volet technique aussi. Alors, oui, je ne sais pas si Monsieur Schlumberger, alors Wendy, peut-être aussi tu voudras réagir. Moi, j'ai quelques exemples qui existent. Il existe des bailleurs sociaux qui ont installé des logements sociaux à toilettes sèches en Île-de-France. Il y a l'immeuble Auberge en Bretagne aussi, qui est que en toilettes sèches. Ça existe. Et par exemple, je vais illustrer avec un festival régional, Terre du Son, qui accueille des milliers de personnes et où ils sont équipés que en toilettes sèches aussi. Et en fait, M. Schlumberger a vraiment donné l'enjeu principal, c'est où est-ce qu'ensuite c'est mis. Mais une fois qu'il y a un partenariat, c'est tout à fait mettable en place. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Pascal. Alors, Pascal, je ne vois pas votre nom, mais n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Alors,
Pascal ne m'entend pas. Je n'arrive pas à lire son nom. Il y a une main levée. Alors, est-ce que c'était pour intervenir? Non, pas forcément. Si, c'est bon. Ah. Oui. Moi, c'est par rapport à votre lieu d'exposition. Alors, bon, une raison de plus pour aller à La Rochelle, me concernant. Non, simplement, ce que je trouve intéressant, à l'échelle d'une région, la région centre en l'occurrence, je me dis, l'existence d'un lieu vitrine. Voilà, dans ce que vous avez exposé, moi je le vois comme ça, un lieu vitrine des possibles. Bon, c'est autour de l'eau, mais visiblement autour de l'eau, finalement, ça touche à beaucoup d'autres sujets. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Lieu vitrine et puis lieu ressources. C'est-à-dire que pour traîner un peu dans différents réseaux régionaux, type le mouvement associatif, le commissariat à la lutte contre la pauvreté. Moi, je suis dans une association de solidarité, voilà. On s'aperçoit que autour de la transition écologique, il y a des tas d'assauts qui font des tas de choses. Quand on est dans une réunion, on se dit ouais, c'est quand même intéressant, puis ça fait du bien de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, et puis qu'il y a différentes entrées possibles sur le sujet, mais c'est un moment particulier où il y a une exposition, et après, il ne reste rien de ça. Et puis quand même, en conclusion, je me dis, on est dans une région qui, jusqu'à preuve du contraire, a une vraie sensibilité sur ces questions de transition écologique, qui fait ce qu'elle peut pour soutenir, de mon point de vue. Donc, il y a peut-être là l'amorce de quelque chose. Alors, ce que je dis là, ça dépasse le cadre de notre réunion. Et en même temps, encore une fois, voilà, je profite de cette opportunité pour tendre un petit peu une perche en se disant, à l'échelle de la région centre, comment penser une meilleure visibilisation, mutualisation, boîte à ressources, et notamment diriger effectivement vers le réseau associatif. Merci. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué le guide transition écologique. Je ne sais pas si vous étiez peut-être déjà connecté. L'idée, justement, c'est d'avoir cette centralisation. Alors, j'ai été très vite, mais dans le contenu, il y a l'idée de capitaliser aussi les bonnes pratiques associatives. Donc, justement, essayer de chercher à identifier, parce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses qui se font. Alors, moi, je serais justement très intéressé pour les capitaliser et justement leur donner aussi la possibilité d'être connus par, j'allais dire, plus que leurs propres salariés ou bénévoles, d'essayer de rayonner à l'échelle régionale. Donc, voilà, essayer un petit peu avoir cette vitrine dont vous parliez à l'échelle, en tout cas, à tourner vraiment monde associatif. Et je crois qu'Wendy aussi, tu voulais compléter. Oui, j'aime beaucoup l'idée du lieu vitrine. Je trouve que c'est très pertinent d'en parler. Pour le Loiret, il existe la Maison de la Nature et de l'Environnement, là où est Loiret Nature Environnement, donc une de nos associations membres, et où ils essayent effectivement d'être un lieu vitrine. Donc c'est dans Orléans, où en fait ils mettent en place beaucoup de solutions autour de l'eau et l'adaptation au changement climatique. Et vous pouvez aussi aller les voir. C'est pas à l'échelle de ce qu'a fait l'ONG Bleu Versant, mais c'est quand même intéressant. Il y a les toilettes sèches. Il y a les toilettes sèches, bien sûr. Il y a une mare. Oui, il y a plein de choses. Il y a une mare, il y a beaucoup de choses. Je ne pourrais pas les lister là. Nous, ce qu'on voit en tout cas, c'est la plupart des acteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, les gens ont besoin de tester et de mettre en partage. Et en fait, c'est vraiment ça que l'on voit. Et finalement, quel que soit le porteur de drapeau de ce type de vitrine, en fait, c'est un peu des lieux d'expérimentation et de partage. Et ça, en fait, on se rend compte que c'est extrêmement demandé et apprécié parce que là, effectivement, ça reste dans le temps. On capitalise avec des réseaux d'acteurs, que ce soit associatifs, publics, même privés parfois. Et du coup, finalement, on repart avec chacun met sa pierre. On partage des expériences et des retours d'expérience. Par exemple, la question de la filière d'exutoire des toilettes sèches, c'est comme ça que ça a été monté. Nous, on avait fait un peu un défi en disant tiens, on met des toilettes sèches. Et puis, on a rencontré plein de problématiques et on a rencontré plein d'acteurs qui ont trouvé des problématiques. Et finalement, maintenant, il y a des acteurs qui s'occupent localement de cette filière.
Donc voilà, je crois vraiment, comme disait monsieur, d'avoir Après, il faut trouver la bonne échelle et le bon porteur et le bon financeur, mais nous, ce qui est sûr, c'est que l'agence de l'eau a été un facteur déterminant, parce que c'est un sujet qui les concerne directement, mais ça a été... l'eau lie finalement énormément de problématiques. Et donc c'est un bon moyen aussi de pouvoir avoir un financeur fiable et constant dans le temps, quoi. Justement, il y avait la question, comment s'est passé le financement de ce lieu vitrine côté agence de l'eau? Est-ce que, du coup, la question, elle est plus à destination de l'agence de l'eau et auquel cas, c'est peut-être l'occasion de faire la transition. Je devine que oui. Est-ce que sinon il y avait, je sais pas, oui, Monsieur Schlumberger, pardon. Est-ce que je vous libère peut-être Oui, ouais. merci de votre accueil. Vous pouvez retrouver si vous voulez voir un peu les ambiances qui se sont générées aux ateliers de l'eau, on a un site qui s'appelle lesateliers-de-l'eau.fr. On est sur les réseaux et comme ça vous verrez un peu l'ambiance de partage que l'on propose, et n'hésitez pas à venir quand vous voulez, si vous passez par La Rochelle, c'est ouvert à tous. Très bien, Merci merci. bien. Alors, pardon, il y a une dernière question. Je ne sais pas si c'était à l'attention de Monsieur Schlumberger. Est-ce que vous avez 2 minutes? Oui, oui. Alors, 2 Oui. minutes. Alors, mince, on vous entend pas par contre. Vous m'entendez là? Pas très bien. Non. Ah. Gisèle du cinéma de Château-Renaud en Indre-et-Loire. J'essaye de poser ma question. J'entendais pour effectivement récupérer l'eau de voiture, de notre bâtiment. Nous n'en sommes pas les propriétaires. Donc déjà, je suppose qu'il faut voir avec le propriétaire. Mais la question, c'est d'une part, techniquement, comment est-ce qu'on peut être accompagné? Et deuxièmement, financièrement, comment ça marche? Quel type de démarche et auprès de qui? Alors, on vous entendait pas très bien. Je crois que la question C'est c'était, plus pour l'agence de l'eau, je pense. ouais, peut-être par rapport au fait que vous n'êtes pas propriétaire, hein, c'est ça, du lieu. Ouais. Pour la récupération des eaux pluviales. Pour la récupération des eaux pluviales. Merci, Wendy. Alors, peut-être que ce sera plus au niveau de, je sais pas, Henri Noël. Est-ce que tu pourras peut-être répondre après là-dessus? Oui, j'ai Ouais. noté la question et j'en parlerai justement dans ma présentation un petit peu. Parfait. Bon, alors du coup, je me permets de vous libérer, Monsieur Schlumberger. Encore merci. Et puis, Merci à vous. peut-être à bientôt à La Rochelle. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, je vais reprendre la main et ensuite donc passer la parole. Donc, C'est sur la dernière. Et on est sur la dernière slide. Merci, Wendy. Tac. Voilà. Hop. Alors, peut-être, monsieur, je vous laisse démarrer, Henri Noël. Oui, par contre, je pense pas avoir la main pour l'instant. Ouais, je suis en train de... Ça y est, voilà. Oui, je démarrais, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, mon nom figure sur la diapo. Donc je suis chargé d'intervention spécialisée, donc petit cycle de l'eau à l'agence de l'eau sur la région Centre-Val de Loire. Donc voilà, je connais pas particulièrement le projet, les réalisations de l'ONG, mais on en parlera un petit peu tout à l'heure quand même. Simplement rappelle que c'est l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, c'est un établissement public qui dépend du ministère de la transition écologique. Donc ça, c'est important de le repréciser. Je parlerai des financements un petit peu tout à l'heure. Donc j'attaque directement simplement avec cette carte qui représente le bassin Loire-Bretagne. Il y a 6 agences de l'eau en France métropolitaine, et j'ai mis une espèce de forme, la verte, avec la région Centre-Val de Loire. Je précise simplement quand même
que les parties nord du département d'Eure-et-Loir et du Loiret ne sont pas sur notre territoire. Donc il y a l'agence de l'eau Seine-Normandie qui gère cette partie-là. C'est peut-être important de le préciser pour les gens qui sont dans la région. Donc ce que je vais vous raconter, c'est valable pour Loire-Bretagne. Il y a des choses similaires pour Seine-Normandie. Hein. Seine-Normandie étant une agence un petit peu plus riche d'ailleurs même. Donc c'est peut-être même un peu plus favorable. Voilà. Le Loire-Bretagne, c'est 36 départements, 8 régions, donc avec des implantations locales pour l'agence de l'eau à 6 endroits. Donc le programme, on fonctionne par programme pluriannuel, les programmes sont valables sur l'ensemble du bassin. Donc les règles, les modalités sont les mêmes en Centre-Val de Loire qu'en Bretagne et dans les autres régions. Voilà, c'est important de le préciser aussi. Donc j'ai dit on fonctionne par programme, ce sont des programmes de 6 ans. Le programme actuel, c'est le 12e programme qui a démarré en 2025, donc on a 1 an de programme derrière nous, avec quelques retours d'expérience déjà. Là, vous aurez le diaporama. Sur le diaporama, là, vous avez le 12e programme. Le 12e programme, vous aurez... donc ça, c'est un lien pour accéder au 12e programme. Donc vous aurez ce lien directement. Alors, l'accompagnement de l'agence de l'eau, simplement, je rappelle, l'agence de l'eau répond à 7 enjeux. Je ne vais pas tous les lister, hein, vous les regarderez vous-même. Je vais parler de 2 enjeux essentiellement qui nous intéressent plus ici. Premier enjeu, c'est la qualité des eaux en luttant contre la pollution, les pollutions de toutes origines. Et là, on va faire le lien avec les rejets d'eau pluviale au milieu. Et deuxième enjeu dont je vais parler ici, c'est une gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau. Et là, c'est le sujet des économies d'eau directement. Donc ça, c'est important de se rappeler ça pour comprendre ensuite ce qu'on finance et ce qu'on ne finance pas. Donc je vais essayer de... J'ai encore 1 ou 2 diapos qui sont plus générales. Les moyens mobilisés pour les aides par l'agence de l'eau Loire-Bretagne hein, uniquement, c'est 2200 millions d'euros, donc 2 milliards d'euros sur 6 ans. Donc ça nous fait à peu près 370 millions d'euros par an d'aide, vraiment d'aide, hein, tout domaine confondu. Donc ça va de la lutte contre les pollutions domestiques, et ça passe par les pollutions d'origine agricole, l'économie d'eau, etc. Donc un budget conséquent et géré au sein de l'agence. Hein. Voilà, ce n'est pas de l'argent de l'État qui vient alimenter ces aides, c'est vraiment les redevances hein, que chacun paye, chaque abonné à l'eau potable paye. Eau potable et assainissement. Voilà, l'accompagnement de l'agence de l'eau, il y a quelques règles pour les aides. Quelques règles, notamment la première, l'agence de l'eau finance uniquement les propriétaires. Donc je réponds à la question partiellement déjà dans un premier temps, la question de tout à l'heure. Effectivement, on n'aide que les propriétaires, mais tout bâtiment est la propriété de quelqu'un. Donc, soit les associations sont directement propriétaires, on peut les aider directement pour les travaux, hein, je parle là bien. Et puis, soit c'est de la location. Et à ce moment-là, moi, j'incite les associations locataires ou occupantes à sensibiliser aussi, à s'adresser à leurs propriétaires, hein, que ce soit il y a beaucoup de propriétés qui sont des propriétés de communes ou de communautés de communes, etc., qu'on peut aider par ailleurs. Hein. On n'aide pas que les associations, on aide aussi, bien sûr, les collectivités. Donc, inciter ces collectivités à prendre contact avec nous, on peut les aider. Et d'ailleurs, moi, mon travail, c'est quasiment à 100% d'aider les collectivités. Donc là-dessus, voilà, c'est pour répondre en partie à la question de tout à l'heure. Ensuite, on a des conditions dans nos règles générales, hein, donc des minimums. On n'aide pas les projets qui sont inférieurs à 10 000 euros hors taxes. Alors,
là, c'est pareil. Des fois, il y a des regroupements qui sont possibles pour accéder aux aides, hein, pour avoir des projets supérieurs à 10 000 euros. Et on n'accorde pas de subvention inférieure à 3 000 euros. Bon, après, instruction des aides sur la base de résultats et consultation des entreprises, ça concerne aussi beaucoup les collectivités. Disons qu'il nous faut au moins des devis, voilà, mais sur un projet abouti. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit être saisi qu'au moment où le projet est terminé. Et je dirais même au contraire. On est aussi là pour accompagner techniquement, pour conseiller. Donc, associez-nous dès le début du projet, dès l'idée de projet. Comme ça permet de faire mûrir ce projet pour qu'à la fin, il soit éligible aux aides. Il nous arrive souvent d'arriver en bout de chaîne et on est obligé de dire, eh ben non, tel qu'il est, le projet, on ne peut pas l'aider. Ou alors on peut l'aider que partiellement. Alors que si on avait été contacté avant, on aurait pu changer des choses mineures qui auraient permis d'accéder aux aides. Donc ça, c'est important. Surtout, vous nous associez dès le début du projet. Vous aurez les coordonnées de mon collègue là, qui suit ces dossiers-là dans le diaporama. Donc là, c'est un point important. Maintenant, je vais traiter des deux sujets dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier sujet, c'est pour la réduction de l'impact des eaux pluviales, c'est la qualité des eaux en luttant contre les pollutions de toutes origines, donc premier enjeu, et donc réduire l'impact des eaux pluviales en privilégiant l'infiltration dans les sols, l'infiltration là où l'eau tombe. Voilà, donc sur les parcelles, au pied des bâtiments, etc. Donc là-dessus, on a un objectif, nous, hein, c'est d'avoir déconnecté des réseaux eaux pluviales ou unitaires, des réseaux déconnectés 4 millions de mètres carrés de surface actuellement raccordée. Donc ça, c'est un objectif sur les 6 ans. Alors, pour détailler un peu plus, alors là, je ne vais pas tout lire, vous l'aurez, mais l'objectif, c'est bien de déconnecter les eaux pluviales raccordées au réseau. C'est ça qu'on finance en premier lieu. Alors bon, il y a des critères de stocker avant infiltration, etc. Tout à l'heure, M. Schumberger a parlé de pluie centenale, donc pluie qui intervient une fois tous les 100 ans, etc. Donc ça, on va regarder tout ça. Alors, on ne finance que quand c'est de la réhabilitation ou de la reconstruction. On ne finance pas du neuf. S'il y a une association qui envisage de créer un bâtiment de toutes pièces sur un terrain vierge aujourd'hui, là, on ne va pas pouvoir aider. Tout simplement parce que ça va en l'encontre de notre objectif de ne pas imperméabiliser aussi. Donc, c'est vraiment de la réhabilitation, la reconstruction. Alors, la plupart du temps, ça sera le cas, hein, je pense, dans vos projets. Les taux d'aide, on a 2 niveaux de taux d'aide. On peut aider jusqu'à 50% de tout ce qui contribue à cet objectif-là, à condition que l'infiltration se fasse essentiellement, majoritairement, dans des aménagements de pleine terre. Alors, Wendy a parlé tout à l'heure de nous, on va mettre avec les toitures végétalisées, enfin voilà. Si c'est de la pleine terre, on va pouvoir aider jusqu'à 50% des travaux qui contribuent à notre objectif. Et s'il y a des dispositifs qui ne sont pas de la pleine terre, donc ça peut être des enrobés drainants, par exemple, là, on va être plutôt sur une aide à 25%. Donc on favorise bien sûr tout ce qui va permettre de la végétalisation. Même si on finance, notre objectif, c'est pas de financer la végétalisation, mais si c'est de la végétalisation, on va mieux financer que si c'est des choses plus dures, plus minérales. Là, je vais simplement, voilà, deux petits schémas, situation avant, situation après. Donc avant sur la partie gauche, c'est pas, voilà. On a une situation avec, voilà, on a pris des immeubles, des zones imperméabilisées, tout ça raccordé au réseau d'eau usée. Et puis le projet, voilà, le projet c'est sur la partie droite. Alors c'est pas un projet de droite, c'est un projet qui se situe sur la droite.
On a des toitures végétalisées. On agrandit des zones qui sont aujourd'hui des zones végétales. On va déraccorder des voiries ou des parkings, et ces voiries, ces parkings, on va les raccorder sur des zones perméables. On voit sur la droite, là où il y a les petites voitures. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va regarder. Et on va, nous, pour financer, on va regarder ce qui est vraiment déconnecté. Donc déconnecté, c'est ce que j'ai dit, c'est les toitures, par exemple, là qui sont végétalisées. Ce qui est déraccordé, ça va être des nouvelles zones qui vont permettre de l'imperméabilisation. Ça va être aussi les zones de parking là qui ne sont plus raccordées vers un réseau, mais qui sont raccordées dans des noues, dans des zones plantées. Donc tout ça, ça va nous permettre de calculer ce qu'on va pouvoir apporter comme aide, sachant qu'on a un coût plafond. Bon, là, c'est un peu technique. Voilà, je rentre pas dans le détail. Donc, ce qui est important, c'est bien de désimperméabiliser, de déraccorder et d'infiltrer, voilà, au niveau des parcelles, et non pas d'aller construire des tuyaux, de mettre en place des tuyaux et d'aller infiltrer à 2 km. Ça, c'est vraiment pas notre sujet. Donc voilà, il faut vraiment infiltrer sur place. Donc voilà, je passe assez vite. Voilà, je préfère laisser un peu de temps pour les questions après. Deuxième gros volet, ça va être les économies d'eau et la réduction des prélèvements. Je vais faire la différence tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième enjeu dont je voulais parler. Et là, c'est pareil, on a des objectifs sur les 6 ans. On veut réduire les prélèvements de 1,8 million de mètres cubes par an. Donc là, c'est relativement ambitieux. Alors ça, c'est pour tout le territoire du bassin, donc voilà, ça permet d'être un peu plus raisonnable quand même. Donc voilà, même type de diapo que tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment de prélever moins dans les ressources. Alors, qui dit prélever moins dans les ressources, on a toute une chaîne entre le forage pour l'eau potable ou le captage pour l'eau potable et le robinet. Là, on a un terrain de jeu quand même relativement important. Et il va falloir qu'on joue sur tout ça. Et donc, parmi ça, il y a les consommations. Mais, en fait, on va aider à plusieurs niveaux. Là où on va avoir des aides maximales, on peut aller jusqu'à 70% d'aide aujourd'hui. C'est tout ce qui va permettre de réduire les besoins. Réduire les besoins, c'est par exemple de mettre des systèmes, il y en a été question tout à l'heure, de consommation économe. Donc des toilettes sèches, par exemple, de mettre même des mousseurs, des systèmes vraiment hydroéconomes. Donc tout ce qui permet de réduire le besoin. Alors ça, c'est vrai chez les particuliers, dans les associations, c'est vrai dans l'industrie. Donc on va financer aussi, c'est vrai dans les collectivités. Donc tout ça, on va pouvoir financer. Là, on réduit vraiment le besoin. Donc là, on peut aller jusqu'à aider jusqu'à 70%. Et puis après, il y a la réduction des prélèvements eux-mêmes d'eau potable. Et là, c'est quand on va, par exemple, réutiliser plutôt de l'eau pluviale, plutôt que d'utiliser de l'eau potable pour certains usages. Il a été question des toilettes tout à l'heure. Effectivement, là, on ne réduit pas le besoin parce qu'on va utiliser toujours la même quantité d'eau, mais on va changer d'origine d'eau. Et donc, on va plus prélever dans les ressources pour l'eau potable, mais on va prendre de l'eau pluviale, par exemple. Là, on peut quand même aider. C'est moins intéressant pour nous, mais on peut aider quand même jusqu'à 50%. Voilà, donc on peut agir, on peut financer quand même pas mal de projets avec ces éléments-là. Alors là, j'avais mis quelques exemples très rapidement, vous les retrouverez. Alors, donc, pose d'équipements hydroéconomes dans des structures d'accueil de jeunes publics, par exemple, à Saint-Amand-Montrond. L'association ONG Bleu Versant, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, on les a financés. Ils nous ont déposé une demande d'aide, voilà, tout simplement en tant qu'association. Et on a pu répondre positivement parce que ça répondait à nos objectifs.
Je vais parler un petit peu tout à l'heure sur les modalités de dépôt des demandes d'aide. Voilà, après, bon, je ne vais pas tout lister parce que ça va être un petit peu long, mais voilà, on peut avoir pas mal de choses. Il faut savoir que chez nous, ces aides-là sont intégrées, et notamment sur la gestion intégrée des eaux pluviales, ça n'est intégré que depuis 1 an dans nos programmes. Avant, il y avait eu des appels à projets, etc. Mais vraiment intégré au programme, c'est que depuis l'année dernière. Donc, là, j'ai cité quelques exemples qui ont été, c'est des projets de 2025. Et je vais passer tout de suite à la manière de déposer des demandes d'aide et puis avoir des renseignements aussi. Alors, on a plusieurs sites internet à l'Agence de l'eau et notamment, on a le site qui s'appelle site aide et redevances. Donc, vous aurez le lien dans le diaporama qui vous sera transmis. Sinon, vous tapez aide et redevances Agence de l'eau Loire-Bretagne, ce qui est marqué là, et vous allez accéder à ce site-là. Site sur lequel vous avez des onglets en haut, et notamment un onglet qui s'appelle onglet aide. Vous allez cliquer dessus. Alors là, je le fais pas en live, mais j'ai symbolisé ce que vous allez. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur aide, il y a une autre fenêtre qui apparaît avec les aides pour les différents acteurs. Donc là, on a les collectivités, les acteurs économiques, les acteurs agricoles et les associations. Donc vous allez pouvoir trouver des éléments en cliquant soit sur association, soit sur acteurs économiques, parce que les associations sont en général chez nous pour des travaux classés dans les acteurs économiques. Je vais prendre par exemple, je ne sais pas moi, un EHPAD qui est un EHPAD géré par une association, ça existe. Voilà, on va les retrouver dans les acteurs économiques. Donc l'un ou l'autre, hein, vous pouvez accéder de toute façon vous aux deux. Et ensuite, voilà, pour ces acteurs, voilà, là j'ai grossi simplement ce qui était existant tout à l'heure pour voir un petit peu mieux. Et après, quand vous cliquez là-dessus, il y a encore des liens. Vous allez tomber sur voilà, du détail comme ça, hein, sobriété, économie d'eau, traiter et réduire les pollutions de toutes origines, c'est un peu ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ce sont que des extraits. Et vous, en cliquant sur ces liens-là, vous allez arriver sur des pages qui vont vous donner des renseignements et les moyens de déposer des demandes d'aide. Donc, vous pouvez déposer directement des demandes d'aide. Voilà, donc j'en ai quasiment terminé. Pour toute cette instruction et le suivi des dossiers, parce que nous, quand on instruit un dossier, on les suit après, jusqu'à la fin du dossier. Donc, vous pouvez contacter donc Monsieur Taleb. Alors, je vous ai mis son mail et son téléphone. Donc, c'est lui qui est plutôt le contact pour les acteurs économiques et associations. Bon, vous pouvez me contacter aussi, hein, je ferai suivre et je peux vous renseigner. Et je rappelle ici, il faut bien prendre contact en début de projet. Voilà, pour ne pas louper voilà, une opportunité d'avoir des aides en modifiant des fois légèrement votre projet. Donc voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Voilà, je laisse au suivant la parole. Merci beaucoup Henri Noël. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques questions pour vous. Elles sont dans le chat, comme ça vous pourrez en prendre connaissance, mais je vous propose qu'on les traite vraiment à la fin, comme ça on va essayer de tenir le timing et puis si certains veulent rester en ligne pour quelques questions, on pourra le faire. Donc je vais reprendre la main et très vite donc passer la parole ensuite à Manon qui peut peut-être déjà démarrer à se présenter. Je vais te donner la main aussi sur le diaporama pour voilà, enclencher sur la présentation d'une plateforme financement participatif. L'idée, c'est de dire, voilà, on peut avoir des projets d'une grande ampleur et peut-être se tourner davantage vers l'agence de l'eau, mais aussi des projets peut-être de moindre ampleur, encore que tu nous parleras peut-être rapidement de Duralex, mais il peut y avoir aussi des beaux et gros projets sur la plateforme de financement participatif. Je te laisse la parole, Manon. Merci Edouard. Bonjour à tout le monde. Je suis Manon Daniel, je
travaille dans l'association France Active Centre-Val de Loire sur cette plateforme de financement participatif Effervescence. Donc je vais revenir assez rapidement sur ce qu'est le financement participatif parce que c'est assez différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Le financement participatif, c'est bien d'aller chercher de l'argent auprès des citoyens pour financer un projet. Et donc, on peut en soi faire du financement participatif sur n'importe quel projet. Les projets que nous, on va accompagner, ça va être des projets qui sont assez spécifiques, avec voilà, un objet assez concret, avec des gens derrière. Tout ça dans le même objectif, c'est que quand un citoyen fait un don, il puisse sentir l'utilité de son don et savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Ça permet de faciliter en fait cette mobilisation-là. Pour vous donner des exemples de projets qui sont un petit peu dans la thématique du jour, on a le tiers-lieu, le cercle et la coopérative paysanne de Belle-Lettre qui avait fait campagne sur notre plateforme sur du coup, des sujets qui sont assez proches de ceux dont on parle aujourd'hui. Les liens sont sur la diapo, donc je vous laisserai aller voir comme ça on peut avancer, mais on a eu d'autres projets en lien avec la transition écologique plus généralement sur la mobilité douce, d'économie circulaire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de projets qui sont engagés sur cette thématique-là, qui se retrouvent sur la plateforme, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner des idées. Et oui, avant que j'oublie le lien avec juste avant, en effet, le financement participatif, ça peut être tout partie du projet, donc ça peut être le financement principal ou un cofinancement sur un petit. Donc ça, c'est aussi possible. Pour vous donner un peu un panorama de comment ça fonctionne le financement participatif, c'est en fait l'outil principal, c'est la plateforme. Cette plateforme, elle est en ligne, donc tout se fait en ligne et elle va mettre en lien les porteurs de projets et les citoyens qui vont vouloir contribuer. Et après, il existe plein de plateformes qui font plein de choses différentes. Et on va voir quelques éléments pour pouvoir les distinguer. Par exemple, il existe différentes formes de financement participatif. Donc le don, c'est voilà, je donne mon argent à un projet et j'ai rien en retour. Le prêt, c'est du prêt. L'idée, c'est de pouvoir récupérer son argent à un moment avec des intérêts ou pas. Et contrairement aux deux premiers, l'investissement, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi qu'on va rentrer dans la structure, on va avoir on va être dans la gouvernance, on aura un droit de vote avec pas forcément la volonté de retirer son argent à un moment et de toucher des dividendes ou pas, aussi en fonction des situations. On va aller plutôt vers le don, parce que c'est ce que nous on fait, c'est ce que je connais le mieux aussi. Le financement participatif par le don, c'est le plus accessible, c'est le plus répandu aussi, parce qu'il faut avoir en tête que, par exemple, des cagnottes anniversaires, c'est du financement participatif. On va donner de l'argent pour un projet qui est acheter un cadeau pour cette personne qui va avoir tel âge. Et on n'attend rien en retour, si ce n'est que cette personne elle ait son cadeau. Si on refait parler avec des projets, c'est plus facile de mobiliser du monde, parce que c'est moins compliqué. On va dire, ok, donc il faut que je prête tant d'argent avec un taux de rendement, mais il y a du risque, etc. Enfin, en fait, voilà, le don, c'est assez commun, on sait ce que ça veut dire, donc c'est plus facile de mobiliser du monde dessus. Il faut avoir en tête que le financement participatif, c'est pas seulement aller chercher de l'argent, c'est aussi communiquer sur son projet et fédérer du monde autour de son projet. Donc, l'idée, c'est d'aller toucher des personnes que vous connaissez déjà, qui vont donner sur ce projet et aller chercher de plus en plus de monde, de plus en plus loin, pour à la fois avoir une communauté qui soutient le projet du financement. Enfin, ça peut permettre de tester et de valider un projet si c'est quelque chose qui est nouveau sur un territoire, par exemple, et en faisant une campagne, vous allez voir s'il y a des gens qui, en face, ont envie de financer parce qu'ils ont envie que ça existe, ou si ça marche pas trop. Donc, ça peut être différentes raisons, finalement, de faire un financement comme ça. Si on creuse un petit peu plus dans le financement participatif du don, il y a le don sans contrepartie, donc ce que je disais sur la cagnotte d'anniversaire par exemple. Le don avec contrepartie, c'est de proposer quelque chose de symbolique en échange du don.
J'insiste sur le symbolique, ça veut dire que on va pas, la récompense entre guillemets, elle a vraiment une petite valeur par rapport au montant du don, ce qui est différent des préventes où là, en fait, on achète quelque chose au prix qu'il coûte, et ça vient en fait dans le don parce que c'est ni du prêt ni de l'investissement. Voilà. Et on va peut-être approfondir un petit peu la question des contreparties. Pourquoi en fait proposer des contreparties? Ça permet de faire connaître votre projet, de pouvoir organiser une rencontre, de faire participer des personnes à des événements, à des spectacles, peut-être de recevoir des images du projet. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Ça permet aussi de faire du lien avec les contributeurs, donc les personnes qui participent à ce financement. Et ça peut permettre aussi d'aller chercher davantage de personnes qui vont se dire bon ben moi j'aimerais bien avoir cette contrepartie-là, donc je suis d'accord de faire un don à cette structure pour pouvoir avoir cette contrepartie spécifiquement. Donc ce qu'on disait, c'est que les plateformes de financement participatif, elles se distinguent par les formes de financement qu'elles présentent, donc du don, du prêt, de l'investissement, mais elles se distinguent aussi par comment est-ce qu'on va débloquer les fonds qu'on a récoltés. Sur le financement par le don, ça peut être si on collecte seulement 100% de ce qu'on s'est fixé comme objectif. Seulement à ce moment-là, on peut débloquer l'argent, ou avec 75% de cet objectif, ou avec seulement tout ce qu'on a collecté, c'est acquis, même si on n'a pas atteint notre objectif. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention si vous voulez faire du financement participatif. Et si on revient sur Effervescence, donc du coup c'est la plateforme qui est gérée par l'association France Active Centre-Val de Loire, pour laquelle je travaille. C'est une plateforme qui est destinée uniquement aux projets qui sont en région Centre-Val de Loire et qui vont avoir un engagement spécifique qui soit sur les 3 thématiques qui sont écrites ici, et qui vont avoir un engagement pour une société plus mieux, on pourrait résumer comme ça. Et donc sur ces 3 formes de financement participatif, Effervescence va se placer ici. Donc c'est bien du don avec contrepartie que l'on propose, et uniquement ça. Pour revenir sur les autres critères, nous on va débloquer les fonds à partir de 75% de l'objectif atteint. Ça veut dire que si vous souhaitez collecter 10 000 euros, et si vous collectez 7 500, on vous donnera l'argent. C'est que nous, on estime qu'à partir de ce montant-là, même si votre projet ne sera pas fait tout entier, ou il sera un petit peu plus petit, il sera quand même faisable, et les citoyens auront quand même donné leur argent pour ce projet-là, et il pourra se faire. Et on demande à ce qu'il y ait 50 contributeurs sur les projets pour vous inciter en fait à aller chercher plus de monde autour et de faire grossir la communauté autour de votre projet. Il faut avoir en tête que toutes les plateformes ont une commission et que nous, la nôtre est de 8%, on compte sur l'argent citoyen. On demande un minimum de montant sur le financement participatif sur notre plateforme parce que ça va dépendre des abondements. Mais qu'est-ce que c'est? Donc les abondements, c'est des partenaires de la plateforme qui vont venir soutenir financièrement les projets qui sont sur la plateforme. Donc concrètement, on a un projet qui va recevoir de l'argent des citoyens et des partenaires. Je vous passe les détails des montants, des critères, on verra ça si jamais vous avez des questions. Mais en gros, l'abondement des partenaires, ça correspond entre 1 750 € et 2 250 € par projet. Et en fait, on demande à ce qu'il y ait au moins la moitié du projet qui soit financé par les citoyens, d'où le montant minimum. Et la deuxième caractéristique d'Effervescence, c'est d'avoir un accompagnement des projets. Donc à partir du moment où vous souhaitez faire une campagne avec nous et jusqu'à la fin de votre campagne, donc il y a moi et un collègue qui suivons les projets. Et donc on propose 2 jours de formation sur comment présenter son projet, comment faire sa page, comment animer sa communauté et comment avoir des dons finalement. Et tout ça en collectif avec d'autres porteurs de projets dans la même situation que vous,
qui vont faire campagne et pour que vous puissiez échanger entre vous, que ce soit sur des territoires similaires ou pas, des thématiques similaires ou pas, c'est toujours des échanges qui sont très riches. Et un petit peu le pratico-pratique pour candidater. Donc, on a un dossier que je pourrais vous transmettre si besoin. Et on a un comité du coup qui est composé de nos partenaires financiers, donc ces personnes qui abondent les projets, et de comités et de partenaires techniques comme l'AFE. Donc, merci Edouard pour sa présence au comité aussi. Et donc, en fait, une fois le dossier validé, ça veut dire que le comité a évalué que votre dossier il est en cohérence avec les critères de la plateforme et qu'il est aussi viable économiquement, dans le sens où on présente ce projet aux citoyens en disant ce projet va se concrétiser, ils vont pas donner leur argent pour rien ou pour un projet qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire derrière. Et enfin, pour que vous ayez un petit peu en tête comment ça fonctionne, le financement participatif, c'est beaucoup de travail. Donc, il faut avoir en tête que c'est très chronophage à préparer, à faire, et que il vaut mieux anticiper si vous souhaitez aller sur la plateforme, parce que comme il y a cette temporalité des comités, des formations, donc si par exemple vous souhaitez faire une campagne plutôt à la rentrée, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en mars, quoi, parce qu'il y a l'été entre-temps, forcément qu'il y a besoin de tous ces mois pour préparer, mais il y a des temporalités où c'est plus difficile de lancer les campagnes, donc l'été, vers Noël, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, il y a tout ce temps de préparation aussi en amont qui est vraiment important et qu'il faut avoir en tête. Voilà. J'ai mis aussi mes contacts et ceux de mon collègue sur le diapo. Et si vous cliquez sur le petit logo, il y a le lien vers la plateforme. Super, merci beaucoup Manon. Alors comme tout à l'heure, on prendra les questions à la fin. J'ajoute que c'est très intéressant aussi d'aller sur la plateforme Effervescence pour voir les projets qui ont déjà été financés, hein, qui a fait référence tout à l'heure, et notamment pour avoir une idée des contreparties, parce qu'on n'a pas toujours d'idées. Et moi, par exemple, je me posais la question, qu'est-ce que le tiers-lieu du cercle a pu mettre comme contrepartie sur un projet lié à l'eau? Et ben, du coup, les contreparties, elles sont pas forcément 100% liées au projet, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ils proposaient de venir visiter le tiers-lieu ou de participer à des ateliers, donc qui sont l'occasion de voir les installations qui sont mises en place, mais qui peuvent être aussi, j'allais dire, une connaissance du lieu plus globalement. Donc, on n'est pas forcément sur les contreparties à 100%, on va dire, liées au projet en lui-même, parce qu'un récupérateur d'eau, c'est vrai qu'une contrepartie liée à un récupérateur d'eau n'est pas une évidence, quoi. Voilà. Alors, du coup, je propose de reprendre la main et ensuite de passer la parole à Benjamin. Je cherche Benjamin, voilà. Non, d'abord, il faut que je mette le diaporama. Où est-il? Tout en haut, tout simplement. Alors, voilà, Benjamin, je te passe la parole. Alors, l'objectif des webinaires, c'était c'est toujours de présenter différents dispositifs financiers, mais aussi des plateformes qui aident justement à l'identification de tous ces dispositifs, et parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et derrière, il y a bien souvent un gros travail de veille. Et donc, je vous propose là de découvrir la plateforme proposée par l'Agence régionale de la biodiversité. Benjamin, je te passe la parole. Je te remercie, Edouard. Donc effectivement, nous ne sommes pas financeurs au niveau de l'agence. Et justement, cette agence, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement public créé en 2019 qui fédère 22 structures. Donc vous pourrez retrouver les noms sur le schéma. Aussi bien des structures institutionnelles que associatives, que de collectivités ou les usagers socio-économiques, on va dire
plutôt les secteurs économiques. Et on est là en fait pour faciliter l'émergence des projets autour de la compréhension des enjeux de la biodiversité et faire aussi des passerelles entre les sujets du quotidien, le changement climatique, l'adaptation à ce dérèglement climatique et la nature en ville, par exemple, les sujets qu'a pu évoquer Wendy en introduction de ce webinaire. Et notre objectif, c'est justement sur l'ensemble de ces sujets, pouvoir constituer un centre de ressources. En tout cas, on est structure portail d'accueil, je ne sais pas comment on peut dire. Quand vous n'avez pas d'informations, vous ne savez pas vers qui vous retourner, l'Agence régionale de la biodiversité est là pour aider à cette mise en réseau, aussi bien sur des accompagnements techniques, sur de la compréhension des enjeux. Donc, on met à disposition des guides, des ressources, des retours d'expérience, et aussi pour faciliter l'accès au financement. Et je vais justement faire le focus sur ce sujet-là, vu que c'est l'objet du webinaire. Et donc, on est là pour aider finalement la mise en œuvre des projets. Tout ça, ça se passe sur le portail de la biodiversité, qui est un centre de ressources, un site internet finalement que l'ARB anime, qui est alimenté par l'ensemble des acteurs de la biodiversité en région. Et je vais zoomer donc sur le catalogue des aides, donc que vous pouvez retrouver quand vous êtes sur le portail par l'onglet ressources, comme c'est signifié sur la diapositive. Vous aurez le lien aussi directement cliquable dans le PDF qui pourra vous être fourni de la présentation. Et en fait, ce catalogue, il résulte de la veille financière qu'on peut effectuer au niveau de l'agence. Cette veille, elle concerne évidemment tous les financements récurrents institutionnels. Par exemple, l'agence de l'eau est évidemment référencée sur la plateforme. On va retrouver aussi toute la veille sur les appels à projets des entités publiques. Là, on est plutôt sur des démarches, on va dire, ciblées dans le temps. On peut retrouver les appels à projets fonds verts, par exemple. Vous avez pu entendre ça sur ces dernières années, des appels à projets de département. Là, en l'occurrence, ce matin, je relayais encore un appel à projet du département 41 sur la plantation d'arbres, par exemple, et on va essayer, en tout cas, on y travaille, d'aller aussi chercher des appels à projets de fondations, donc tout ce qui va être autour du mécénat privé, qui peut aussi être des moyens de financer des actions en Centre-Val de Loire pour les ensembles des porteurs de projets. Là, on est plutôt sur les actions d'intérêt général, soit portées par des collectivités, soit portées par le réseau associatif. Ça tombe bien, c'est vous. Et voilà, vous allez pouvoir retrouver dans le catalogue des aides ces éléments-là. Donc, on met à jour au sein de l'équipe ce catalogue à chaque fois qu'on repère un financement. Donc, on ne peut pas avoir forcément un regard hyper exhaustif. On le cherche, on essaye d'y arriver et le plus à jour possible. Donc, on fait ça régulièrement. Mais c'est possible aussi de nous alerter quand vous avez vu un financement qu'on n'aurait pas référencé pour le référencer et y donner accès au plus grand nombre. Ça se présente comment ? C'est finalement un petit moteur de recherche sur lequel vous allez pouvoir filtrer en fonction de votre statut, si vous êtes plutôt entreprise, association, collectivité. Et voilà, si vous cherchez des choses plutôt ponctuelles, donc tout ce qui va être appel à projet, ou récurrent, que ce soit public ou privé. Et là, on va sortir finalement une liste de financements qui peut correspondre à vos besoins. On peut aussi filtrer par territoire, selon les départements dans lesquels vous êtes. Ça peut aussi aider pour voir, par exemple, l'appel à projet que j'évoquais sur la plantation de haies dans le 41. Si vous êtes dans le Cher, il n'apparaîtra pas dans les filtres. Et par mots-clés ou par thématique. Et là-dessus, je tiens à vous apporter un petit bémol, c'est que vaut mieux être assez large dans les recherches parce que si vous avez un mot-clé hyper spécifique, il est possible qu'il ne soit pas dans le résumé de l'appel à projet que l'on met, du financement que l'on met sur le site, et donc il peut ne pas ressortir. Donc, vaut mieux avoir une vision large. Par exemple, si vous êtes sur de la plantation d'une haie, évitez de mettre plantation d'un chêne ou juste plant de chêne, mais vraiment être plantation haie pour essayer d'avoir des financements. Sur les sujets de l'eau, à partir du moment où vous mettez un mot-clé eau, généralement, ça peut sortir assez bien. Et donc là, il ne faut pas hésiter à fouiller un petit peu, à se balader. Dans l'affichage aussi, la petite information, c'est que d'abord sont affichés les appels à projets avec la date la plus courte pour les voir en premier et éventuellement se positionner. Et ensuite, vous aurez les financements récurrents qui apparaîtront. Donc souvent, les financements agences de l'eau apparaissent dans un second temps, après tous les appels à projets, parce que voilà, on est sur un programme pluriannuel, donc on le référence qu'une seule fois pour ne pas démultiplier les entrées. Et à chaque fois,
vous allez pouvoir tomber sur une petite vignette, et cette vignette-là vous renverra directement sur le lien du financeur. Nous, on n'héberge rien chez nous. L'objectif, c'est de faciliter l'accès aux financeurs. Donc, on renvoie chez ceux qui portent. Et généralement, vous avez toutes les informations sur le site des porteurs de financement. Et c'est beaucoup plus simple d'aller à la source que de nous demander les questions parce que nous, voilà, on ne porte pas les financements, donc on n'a pas forcément la vue exhaustive du contenu, des petites lignes sur est-ce que c'est éligible, pas éligible, comment c'est calculé. Donc, on fait le lien, on est vraiment, la notion de portail pour renvoyer vers, et c'est au travers de cet outil-là que vous pourrez avoir une vue de ce que l'on voit nous aussi en termes de financement pour les acteurs en région. Donc, c'était une petite présentation rapide de cet outil-là. On pourra passer aux questions et je pourrais totalement vous faire la démonstration si besoin, avec un partage d'écran, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à toi, Benjamin. Précision peut-être, enfin tu l'as dit, mais en tant qu'association, il faut, et je crois aussi Henri Noël l'a évoqué tout à l'heure pour l'Agence de l'eau, ne pas hésiter à se considérer comme une entreprise, parce que des fois les financements fléchés vers les associations sont plus spécifiques et vont par exemple s'adresser aux associations de protection de l'environnement, par exemple si on est sur le sujet de la biodiversité, et alors que si vous aviez coché entreprise, là vous auriez des financements peut-être plus adaptés à votre situation. Voilà, on peut se prendre un petit temps de questions. Alors, il y en avait certaines qui ont été posées dans le chat. Et alors, je crois, Henri Noël, vous avez déjà répondu à certaines. Il y a eu la question de qu'est-ce qui se passe si le propriétaire est une collectivité? Alors, on s'adresse justement à vous directement. Il y avait, je crois, encore une autre question. C'était par rapport à un projet de mise en conformité du système d'assainissement. Est-ce que là, on serait sur quelque chose d'éligible? Alors, c'est très large comme question. Donc, si elle peut être précisée, c'est oui. Qui la personne? Tu peux regarder qui était la personne? Qui est-ce qui avait posé la question? Ouais. Il y a un peu d'écho là. Les amis du glandier. Les amis du glandier. En fait, ça dépend ce qu'on entend par une mise en conformité de l'assainissement. D'accord, parce qu'il peut y avoir des situations où les travaux pourraient impliquer une déconnexion et là, ça pourrait être éligible. Voilà, à partir du moment où ça répond, c'est un peu la réponse que j'ai fait pour la culture aquaponique et hydroponique, c'est-à-dire à partir du moment où on répond à nos objectifs, on va analyser la possibilité de financer. Voilà, donc là, en l'occurrence, sur les sujets qui nous concernent, c'est si le projet conduit à de la déconnexion d'eau pluviale ou conduit à des économies d'eau ou réduction de prélèvement sur la ressource, là, c'est a priori éligible. Après, il faut regarder les modalités, le projet dans le détail, mais voilà, la mise en conformité d'un système d'assainissement, c'est très large en fait. Alors, si je prends les cas de mise en conformité de l'assainissement individuel, on travaille plus sur l'assainissement non collectif, individuel non collectif, ça c'est sûr. Après, si c'est pour supprimer des rejets d'eau pluviale à des réseaux qui sont des réseaux eaux usées séparatifs et que c'est un travail sur les parcelles, on pourra aider, mais on n'aide pas directement les particuliers. Alors si c'est un particulier, c'est non. On va aider des collectivités qui sont responsables du réseau collectif, ou alors si c'est des bâtiments industriels ou associatifs, là on peut regarder. Mais là pour les sujets qui nous concernent aujourd'hui, voilà, il faut bien que ça réponde à nos objectifs. À partir de ce moment-là, on peut regarder si c'est éligible. Ok, merci. Il y a une main qui est levée, en effet. C'est Pascal. Oui, c'est encore moi. C'est un peu dans la suite de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en vous écoutant, enfin moi je trouve ça
très intéressant. Je découvre. Alors, d'une part, par rapport au colibri, et c'est, enfin, la vertu du colibri, c'est que finalement, on peut se dire tout petit projet, de toute façon, il n'y a pas de petit ou de grand projet. Mais voilà, mais dans ce que j'entends, je trouve que ça vient interroger ce que je vais appeler la taille critique de projets finançables. Enfin, je vais développer un petit peu. Et ça va vers l'interassociatif, c'est-à-dire que une asso peut avoir un projet, mais qui va passer en dessous d'un seuil de financement, ou qui ne va intéresser qu'une partie de territoire, alors qu'il faudrait que ce soit territorial, etc., etc. Donc, je vais prendre un exemple concernant des bâtiments. Il existe des pensions de famille, ce sont des lieux qui accueillent des personnes en situation de fragilité, enfin je ne détaille pas, et là je me disais, par exemple en région centre, dans les assos ou les réseaux qui portent des pensions de famille, il y a Emmaüs, il y a Solia, il y a des adhérents à la FAS, donc comment à la fois dans les réseaux associatifs, mais peut-être aussi dans les informations qui sont données, encourager, j'irais à sortir un petit peu chacun de son petit carré de projet, d'action, sortir un peu de son métier de départ, métier associatif de départ, pour aller regarder un petit peu ce que fait le voisin. C'est-à-dire que dans tout ce que vous nous présentez, et puis ça va peut-être aussi dans l'ère du temps de la fragilité des associations aujourd'hui, moi je trouve que c'est vraiment une invitation à aller regarder ce que font les voisins et à essayer de se regrouper sur des projets. Donc à transmettre entre autres au mouvement associatif et à d'autres. Donc voilà un peu, enfin c'était plus une réflexion qu'une question. Alors si quand même la question, ça pourrait être, imaginons qu'il y ait entre guillemets un regroupement, pour pas dire un consortium, entre 3 assos qui portent des projets immobiliers style pension de famille. Est-ce qu'il peut y avoir une prise en compte globale du financement et après, au sein de ce regroupement, il y a partage de la subvention, ou est-ce qu'il faut vraiment passer par l'interlocuteur, le réseau unique pour avoir un financement? Il n'y a pas de réponse à ma question, mais je pense que ça fait partie aussi des situations qui peut-être se présentent déjà ou se présenteront dans un avenir proche. Merci. Moi, je peux simplement rajouter, aller dans votre sens sur le regroupement et voilà alors, il y a une raison, c'est pour que le projet devienne éligible. Voilà, par rapport au seuil, ça, c'est une chose. Après, c'est toujours très, très riche de se rapprocher d'autres entités qui ont les mêmes problématiques. Après, nous, quand on accorde une aide à une entité. Et donc, il faut voir juridiquement comment ça peut être porté, le rapprochement entre 3 associations, par exemple. On a des sujets similaires sur les collectivités. Des fois, il y a des collectivités, des communes qui nous présentent un dossier qui n'est pas éligible seul, parce que qui passe en dessous des montants. Et on dit, à ce moment-là, regroupez-vous avec d'autres communes. Alors, en commande publique, il y a ce qu'on appelle les groupements de commandes, avec un mandataire. Voilà, donc en collectivité, on arrive à trouver des solutions. Moi, je suis plutôt spécialisé collectivité, donc je peux trouver des solutions. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en termes de regroupement d'associations. Probablement qu'on doit pouvoir trouver quelque chose. Là, c'est à vérifier chez nous juridiquement. Peut-être qu'on a déjà l'expérience, je ne l'ai pas à titre personnel, mais ça va dans le bon sens de se rapprocher d'autres. Ouais, Bérangère de l'URIOPS, je crois, tu voulais réagir ou finalement non? En fait, c'est parce que ma question était exactement la même. Elle était même plus directe que celle de Pascal. Effectivement, Bérangère Dubois de l'URIOPS Centre, fédération d'associations du secteur social et médico-social et un peu de santé. Et en fait, ma question, c'était à la fois pour l'agence de l'eau et peut-être aussi à la fois pour Manon, pour Effervescence, mais parce que Manon, j'ai dû m'absenter quelques minutes, donc ça se trouve, j'ai loupé. Effectivement, du coup, lors de votre présentation au niveau de l'agence de l'eau, vous aviez fait une toute petite phrase sur la possibilité de se regrouper. Du coup, je voulais savoir exactement ce que ça signifiait pour vous, quelles étaient les possibilités de se regrouper entre associations
négociation, parce que Pascal le disait, effectivement, parfois on est en dessous des seuils pour des projets. Donc, est-ce que la possibilité, via la désignation d'un chef de file et une convention multipartenariale en dessous, est-ce que c'était éventuellement possible? Mais du coup, Pascal, je note effectivement que les têtes de réseau, ce serait bien qu'elles s'occupent de ce sujet-là, pourquoi pas. Et puis, même question pour Manon, est-ce que sur la plateforme Effervescence, est-ce que ça peut être un consortium d'acteurs qui pose une candidature sur la plateforme? Alors du coup, c'est possible que ce soit un projet qui soit porté par plusieurs structures. Par contre, il y a une seule structure qui qui va recevoir l'argent. Pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent, etc. Il y a des contrôles d'identité et de structure qui sont faits. Et l'argent va à une seule structure. Ouais, donc le principe d'un chef de file et puis après une convention multipartenariale qui cadre les flux financiers entre les membres du projet, quoi. Ok, ça marche. Merci. Alors, est-ce qu'il restait des questions en suspens? Je crois qu'on en a abordé pas mal. Il y a Aquaponique, je crois, Henri Noël, vous y avez répondu. Voilà, je fais le tour rapidement. J'ai apporté une réponse. Alors, je ne sais pas si elle est satisfaisante, mais... D'accord. Bon, écoutez, est-ce qu'il reste des questions? Il y a des gens qui sont encore en train d'écrire. Ah, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Moi, j'avais vu une question sur la réutilisation d'eau pour les toilettes sèches. Si c'est pour réutiliser l'eau pour les chasses d'eau, comment ça marche? Alors, je ne sais pas si la question est technique ou administrative, financière. Techniquement, c'est autorisé, en tout cas, ça se fait. Oui, mais voilà, après, financièrement, ça fait partie des économies d'eau par rapport à l'eau potable. Alors, c'est pas de l'économie réellement, mais c'est de la baisse de prélèvement. Voilà, donc ça peut faire partie d'un projet éligible. Après, là, la personne a précisé le cadre de son assainissement, du coup, pour la question sur l'assainissement. Ah oui, bon, je ne sais pas si ça change. Okay. Je propose, s'il y avait des personnes qui avaient des questions, et si elles sont toujours là, qu'elles les posent peut-être à l'oral, parce que c'est vrai que les résumés à l'écrit sont peut-être parfois un peu laconiques et difficiles à interpréter. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse 2 secondes, bon, ça a l'air d'aller. Je vais doucement aller vers la conclusion. Alors, je ne sais pas si ce tableau est très lisible. L'idée, c'était de présenter, mais très rapidement, des dispositifs qui n'ont pas été présentés aujourd'hui, mais qui peuvent être des pistes par rapport toujours au sujet de l'eau ou de la végétalisation. Donc, il y avait la question des... Alors, il y a des termes, en tout cas pour moi, qui sont un peu barbares, hein, mais il y a les CRST, donc contrat régional solidarité territoriale. Donc, ces contrats, en tout cas sur la végétalisation, peuvent bénéficier aux associations, mais d'une manière indirecte. C'est-à-dire qu'il faut que le projet soit d'abord porté quand même par un EPCI, un regroupement de collectivités, et qui, dans ce cadre-là, pourrait du coup financer un projet, par exemple, de plantation de haies. Voilà, alors ce type de projet, plantation de haies, je vais vous donner un exemple concret et peut-être personnel, mais au niveau de mon club de rugby, on va faire appel à ce type de financement pour du coup planter des arbres autour du terrain et ainsi en tout cas essayer d'anticiper un petit peu le réchauffement climatique, on va dire, et proposer aussi des zones d'ombrage. On fera aussi appel à un autre dispositif, un appel à projet de la Maïf en l'occurrence, et c'est pas l'association, le club sportif qui répondra directement
l'appel à projet, mais une association de protection de l'environnement, en l'occurrence Eure-et-Loir Nature. Et ça, c'était pour vous suggérer aussi cette piste-là. Il peut y avoir des financements que finalement vous n'obtenez pas d'une manière directe, mais via une collectivité, via une association, finalement, vous pouvez améliorer finalement ou limiter la vulnérabilité de votre site par rapport à certains risques qui se profilent. Donc les CRST, donc j'en ai parlé rapidement. Il y a des interlocuteurs, j'allais dire, dans chaque EPCI pour vous aider là-dessus. Et donc le tableau là vous permettra d'avoir les liens. Il y a également le CAP Transition écologique qui peut aider en cofinancement sur certains projets liés à la transition écologique. En l'occurrence, sur la végétalisation, il peut y avoir des projets éligibles. Je précise toutefois qu'il y a une liste d'actions éligibles ou plutôt inéligibles qui est assez longue. Et donc, le plus simple, réellement, c'est dès qu'on a un projet, encore une fois, d'aller s'adresser au référent pour vérifier que son projet est en effet éligible. Mais la végétalisation, par exemple, des façades, peut faire partie de projets éligibles. Il faut toutefois passer par une phase de diagnostic qui est quasiment obligatoire. En tout cas, il faut justifier son action par des objectifs d'amélioration assez bien formalisés. Donc, ça passe en général par finalement le recours à un prestataire et qui est ce recours également potentiellement aidé par la région dans le cadre de CAP Transition. Il y a un dernier dispositif que j'évoque rapidement qui s'appelle le Fonds partenarial économie de proximité. Aujourd'hui, il a un périmètre toutefois très limité, essentiellement les artisans. Les associations sont toutefois éligibles, mais il faut qu'elles aient une activité en lien avec l'artisanat, avec les commerces de proximité. Donc c'est aujourd'hui très limité, mais c'est possible que les choses évoluent, notamment suite à l'adoption de la stratégie de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc du coup, différents dispositifs qui peuvent venir en complément des dispositifs qui ont été présentés aujourd'hui. Donc je vous rappelle, les prochains webinaires seront l'occasion d'aborder finalement d'autres dispositifs, dont certains pourraient d'ailleurs aussi intéresser les sujets de végétalisation ou de consommation d'eau, puisque certains dispositifs sont très spécifiques, d'autres le sont moins. Donc, je vous invite évidemment à participer le 11 février sur la mobilité, le 6 mars sur l'énergie et le 27 mars la rénovation du bâti. Voilà, il me reste à remercier évidemment tous les intervenants, tous les participants.